Comme souvent, notre conversation de l'autre jour n'est arrivée à son véritable sujet, un sujet brûlant, je le précise, qu'après un détour, et pour une fois le détour passé par moi. C'est-à-dire que l'abonné au Monde m'est tombé dessus, littéralement. Je veux dire, non seulement qu'il a débarqué dans mon jardin dans la première chaleur du soleil à 9 heures comme à présent, mais qui m'a agressé carrément en arrivant. À peine franchi le portail, sur le carré de terrasse, Gustave étant en train de prendre le café sortant du thermos qu'il avait apporté, l'autre, là, l'abonné au Monde, m'a dit « J'ai lu 8 ou 10 de tes livres à la médiathèque, c'est dommage que tu n'écrives plus, c'est ce que tu faisais de mieux. » Sous-entendu, au lieu de livrer chaque semaine sur Internet une chronique réactionnaire que personne n'écoute. Et d'ailleurs, me dit-il, tu as perdu beaucoup d'habitués depuis 6 mois. Même Suzanne, qui était là, la secrétaire servante assistante là, du moine guérisseur, a failli se mettre en colère contre lui sur le ton tu pourrais être poli, mais j'ai hoché la tête d'un air de dire « Laisse Suzanne, je ne manque pas d'arguments sur ce sujet-là. » Et là, il s'est produit l'une de ces coïncidences extraordinaires que la Providence met parfois sur votre chemin pour vous inspirer. On a vu arriver un grand type à temps pas rasé, assez jeune, 35 ans, qui s'appelle Marcelin, qui est un ancien militaire, qui parle toujours de sa compagne, ma compagne ceci, cela, la fille de ma compagne, etc. Un type qui vit en battle dress toute la journée depuis qu'il a quitté l'armée et qui venait chercher chez moi les clés de la remise à André, je cite, pour venir prendre un compresseur. Du coup, il a partagé le café avec nous, juste au moment où j'allais répondre à l'abonné au Monde, dont il a très peu apprécié la sortie à mon sujet. Au moment où j'allais donc me défendre en plus, on a vu débarquer Léon, notre médium devin, mathématicien, programmeur et pianiste, ce qui m'a fait plaisir parce que je me suis senti moralement soutenu. Et j'ai dit à notre abonné au Monde, écoute, d'abord, depuis 6 mois, j'ai perdu en effet chez YouTube un tiers de mon audience pour atteindre un niveau d'étiage d'environ 40 000 avec une régularité vraiment très grande, trop grande, ce qui sent un peu le coup fourré, un peu comme le score de Biden dans les comtés d'Arizona, si tu vois ce que je veux dire, ou comme le score atteint par Macron lors de l'élection présidentielle au premier tour, où l'on retrouvait partout les mêmes chiffres, pas exceptionnels, mais pas nuls non plus, comme si quelqu'un avait étudié un algorithme disant il vaut mieux qu'il arrive troisième entre 12 et 18% partout que premier dans les grandes villes. Comme ça passe ni vu ni connu. Et là, nous parlons donc du premier tour. Ah, donc maintenant, a dit l'abonné au Monde, tu crois qu'il y a un complot à ton sujet comme auteur? C'est vraiment une maladie chez toi. J'ai répondu, c'est pas un complot, c'est un robinet ouvert ou fermé. Et là, ça fait 6 mois qu'après m'avoir carrément censuré par suppression de mon sujet du jour, rétabli le lendemain d'ailleurs, YouTube a décidé de lisser le robinet entrouvert à 30 ou 40 000, comme ça. On reste en deçà du plébiscite et si ça monte trop, on a toujours la ressource de freiner le compteur. C'est bien ce que je dis, a-t-il répondu sur le même ton un peu offensant, tu ferais mieux de recommencer à écrire. Mais j'ai jamais cessé, lui ai-je répondu, seulement je publie moins ou pas du tout à cause du même phénomène, parce que le système s'est refermé peu à peu sur la pensée, le style, les thèmes obligatoires, recommandés, fléchés, et que quand on dit oui c'est affreux, tous les journaux appartiennent au même groupe et véhiculent les mêmes idées, on oublie une chose, c'est que les groupes d'édition désormais sont les mêmes que les groupes de presse, journaux, etc. Il y a partout des comités de rédaction qui jugent de ta prose avant de la soumettre aux journalistes, puis aux lecteurs. Et donc, la pensée obligatoire occupe désormais presque entièrement le continent de la pensée et du livre, qui est un continent occupé par le recommandé. On te recommande d'écrire des trucs qui seront ensuite recommandés par France Inter, et si tu n'es pas d'accord, on te recommande de la fermer. Il y a longtemps que le confinement et le couvre-feu existent en littérature et que Bernard-Henri Lévy, Gisbert, Nolot, etc. jouent le rôle du docteur Salomon. Ils appellent sans cesse aux gestes barrières et à la distanciation sociale contre les écrivains réactionnaires. Et là, j'ai eu une inspiration, je ne sais pas si elle était ingénieuse, mais elle était au moins féconde. J'ai pris à témoin notre ancien jeune militaire Marcelin, là, pour lui dire, tu vois, la tribune des généraux furieux contre le délitement de la France. Eh ben, le monde de la littérature, s'il avait le même courage, aurait pu écrire une lettre du même genre exactement, car dans le domaine des livres, des films, du théâtre, c'est la même course au renoncement à tout ce qui a fait l'esprit français, renoncement par l'écriture inclusive, les celles et ceux, l'absence d'accord quand on dit la région sur lequel. Du coup, pour en terminer avec la question « tu n'écris plus », je te réponds « si, j'écris, mais j'attends un coup d'état culturel pour publier de nouveau dans une société où les libraires ouvriront leur paquet même quand c'est un écrivain de droite, où les grandes surfaces commanderont les livres non recommandés,
Tandis que là, la fameuse culture, cancel culture, et partout, la cancel culture, je précisais, c'est quand le système boycotte ce que tu fais avant de l'avoir lu, vu, examiné, ne le publie pas. Si tu le publies sous le manteau de ton côté, s'arrange pour que tu ne le diffuses pas, et surtout, ne le soumette même pas à ton éventuelle clientèle. Gustave a dit, il faut reconnaître que pour ton ami Renaud Camus, c'est exactement comme ça que ça se passe en ce moment. Et je me souviens aussi, me dit-il, d'une émission de télé où un type en face de toi disait « j'ai pas besoin de le lire, je sais ce qu'il dit ». J'ai conclu, le système envoie donc contre ces dissidents une décharge d'anticorps préventifs tellement puissante et tellement fréquente, et qui augmente d'ailleurs chaque année, que finalement il va en crever lui-même. Et là je suis revenu au sujet du jour, j'ai dit avec les militaires c'est pareil, et c'est vraiment bien parti. Qu'est-ce que tu veux dire? A dit l'abonné au Monde. Et là, Marcellin, qui n'avait pas fait d'études, qui avait été militaire d'active pendant presque 10 ans, a enchaîné avec une vigueur incroyable. J'ai même cru qu'il allait casser la figure à l'abonné au Monde. Surtout quand ce dernier m'a dit, évidemment, t'es d'accord avec ce torchon de valeurs actuelles. Ah oui, j'y ai publié des éditoriaux pendant 7 ou 8 ans, lui ai-je répondu. Et là, ils sont en train de retrouver l'esprit de l'époque, donc tant mieux. Ben, dans tes livres à la médiathèque, a-t-il dit, c'est pareil, c'est bourré de vieux généraux, je comprends pourquoi, à la tribune t'attend plus. Et c'est là que Marcellin a dit, avec ses grandes épaules et son air timide, en brandissant la clé de la remise, il a entièrement raison, l'écrivain, d'être d'accord avec eux, parce que moi aussi, j'ai quitté l'armée à cause de ces mecs-là. Il y a des vérités sur l'état du pays qu'il fallait pas dire. J'ai passé 9 ans ici en Afrique, et je peux te faire un topo. Les militaires retraités ou de réserve ne peuvent plus tolérer ce qui se passe en France, parce qu'ils comparent avec ce qu'ils ont connu quand le pays était debout. Quand on avait les pièces détachées pour les véhicules, par exemple, quand on n'attendait pas 3 jours au fond du Tchad pour un dépannage d'un VAB rafistolé au milieu des rebelles avec des radios pourries, quand les avions pouvaient décoller. Mais les mecs qui se plaignaient, à l'époque, ont été éjectés, muselés, châtrés, virés de l'armée par les copains de Mitterrand et de Sarko, le petit télégraphiste de l'OTAN, dont le fils est soldat américain. Je te le rappelle, ces tocards qui ont maintenant 45 ans environ participent partout à des colloques sur les choix structurels. Les tout jeunes militaires dont je faisais partie pouvaient déjà pas supporter ces types qui parlaient anglais pour plaire aux stagiaires du tiers-monde. Pendant 10 ou 20 ans, l'armée française est devenue comme ça une annexe du Parti socialiste. Elle n'a parlé que d'humanitaire, toutes les réunions avaient un seul objet, comment réduire les coûts et surtout comment se méfier des commandants de droite, comment punir les unités qui pensaient mal en réduisant leur budget. Résultat, il y a une solidarité très forte qui est née entre la jeunesse engagée par idéal et la vieillesse qui avait gardé le sien, pendant que tous les profiteurs s'achetaient un camping-car et calculaient leur point de retraite. Et ils songeaient, eux, qu'à une seule chose, c'est de faire rentrer dans les rangs davantage de femmes et de diversité, comme ils disent, ou comme ils disaient. Tu peux traduire davantage de copains de gauche, qui trouvent qu'il n'y a pas de problème quand on donne des famas à des types qui fument du shit. Naturellement, le langage de Marcellin était encore moins raffiné que je ne le fais là pour vous décrire tout ça. J'ai radouci le propos, mais l'abonné au Monde a évidemment essayé de protester, mais Marcellin a poursuivi. C'est comme ce que tu disais pour la littérature. Moi, quand j'étais en active, j'avais des commissaires politiques qui débarquaient au camp de temps en temps et qui essayaient de détecter le mec de droite. De temps en temps, on voyait passer au bataillon des types avec attaché-caisse qui s'enfermaient avec le général, j'ai vu ça plusieurs fois, et tous les gus me racontaient la même chose, sous Hollande surtout, parce que Hollande était terrifié à l'idée qu'un coup d'État était possible. L'autre là, Macron, c'est pareil, il se pisse dessus en ce moment, mais je vais te dire, le coup d'État a déjà eu lieu moralement dans toutes les têtes. La partie est déjà perdue. Je suis assez copain avec les mecs du camp de Villeneuve, ils ont signé aux 3/4 la fameuse pétition. La récré est finie, les mecs, il va falloir rendre des comptes. Alors l'abonné au Monde l'a pris à la dérision en parlant de tribunaux militaires, tant qu'à faire, et en disant de manière assez offensante comme d'habitude, ben si les juges au tribunal militaire ont ton niveau, mon pauvre mec, etc., etc. Et là, Gustave, qui a le génie pour tout apaiser au nom de la culture, a fait un détour par son expérience de l'histoire de France, et il a dit des choses assez intelligentes. Il a dit, c'est la 3e fois que Macron a affaire à l'histoire de France, et je pense que c'est la dernière. La première, c'était les Gilets jaunes, sur l'Arc de Triomphe, très symbolique. La deuxième, l'incendie de Notre-Dame, encore plus symbolique. Et là, l'abonné au Monde a dit, il y a quand même eu aussi son élection. Non, non, a dit Gustave, son élection, c'est pas de l'histoire, c'est du showbiz, c'est du Mylène Farmer, c'est je suis libertine, je suis une catin.
Non, sérieusement, a dit Gustave, tous les manuels d'histoire ont déjà ouvert le chapitre suivant et le dernier. L'armée entre en résistance contre un président à la Mylène Farmer qui nous fait son grand ombrageux incompris sous les projecteurs pendant qu'on égorge dans tous les coins du pays. Et que les nouveaux arrivants sont logés dans les pensionnats désaffectés jusqu'au fin fond de la Bretagne et que la vie sociale doit se réorganiser entièrement autour des nouveaux venus. Poussé, soutenu, on vient de le voir dans les sondages, par un pays qui n'a pas le courage de ses opinions, mais qui aime bien celle des généraux, l'armée profonde, les jeunes comme Marcellin, les vieux comme tes copains généraux, les réservistes, les dégoûtés, ceux qui sont partis quand ils ont vu la politique de recrutement délirante de Sarkozy à l'américaine, tout ce monde-là a très bien compris que c'était le moment de renverser le cours de l'histoire, puisque le pays a l'air d'accord. Et là, donc c'est parti, tu peux me croire, nous a-t-il dit. Là, nous avons eu l'impression que Gustave tendait littéralement le micro à Léon, qui était notre expert en prospective visionnaire, et Léon ne s'est pas fait prier. En gros, il nous a parlé de la chute du régime, en effet, mais de manière très inattendue. Il nous a dit, tout le monde a l'air de penser que l'élection va se jouer entre deux personnes, enfin les deux mêmes, c'est faux. L'abonné au Monde a dit, quand même, au deuxième tour, de toute façon, il n'y en aura plus que deux. Oui, mais pas les deux qu'on croit, a dit Léon. Ah, a dit l'abonné au Monde. Ah oui, c'est vrai, je me souviens de ton truc, là, c'est Philippe de Villiers, que tu as eu une voyance comme quoi il devenait président. Mais c'est trop commode, ça. Moi aussi, je peux te dire, je vois ceci et cela. Comment veux-tu discuter avec un type qui prétend voir des trucs? Et Gustave a dit, si tu avais un peu de patience, tu demanderais à notre ami Léon comment il en arrive à cette conclusion. Il a peut-être des arguments qui étayent sa vision. Il s'agit d'intuition, a dit Léon, donc c'est un mélange d'analyse et de vérité reçue, c'est très difficile à définir. On s'en fout, a dit l'abonné au Monde, on veut un raisonnement. Et Gustave a eu l'air d'inviter Léon à raisonner, donc surtout pour calmer Marcellin, qui avait envie de reprendre les hostilités. On commençait d'ailleurs à comprendre pourquoi Marcellin avait quitté l'armée. Il dominait très mal ses pulsions et il disait « Putain, c'est pas vrai, je vais me le faire », en parlant d'abonné au Monde. Alors Léon nous a lâché son pavé. Il a dit « Le président ne se représentera pas, il va lui arriver un scandale venu de l'étranger ». Comme il n'est pas question, au moins au début, que la presse française le fasse tomber en publiant des trucs pour les raisons qu'indiquait notre ami écrivain, là, comme il verrouille tous les agents d'opinion en France, c'est sans doute d'Amérique que vont tomber les révélations à son sujet. Et puis il va y avoir un déclic, et là la presse française va en parler aussi. Quelle révélation? Et là, Léon a dit, on n'a même pas besoin pour l'instant de le savoir, ces révélations sur Benalla, sur Notre-Dame, sur les millions cachés, sur le financement de la campagne, sur les trucages électoraux, c'est comme une planète inconnue et invisible dans le système solaire de la Macronie. Tu ne peux pas savoir qu'elle existe seulement... Enfin, ou alors tu ne peux le savoir qu'elle existe que parce qu'elle modifie le tracé de toutes les orbites autour d'elle. Et là, le comportement de notre président et de son entourage porte déjà depuis longtemps la marque d'une altération profonde de la gravité. La planète invisible de la culpabilité, de la malversation, de la compromission altère son parcours. Toutes les orbites autour de lui sont faussées dès le début par la masse de l'étoile noire que personne ne voit, dont aucune lumière ne s'échappe, et qui est probablement celle de la finance américaine, une partie de sa destinée de planète à Macron, je devrais dire de météore, de comète, une partie de sa trajectoire personnelle s'explique par ce qui se trame aux États-Unis. D'ailleurs, il est obsédé par l'Amérique. Le fric américain, les idées obligatoires américaines, le communautarisme façon Philadelphie, les non-dits permanents, ils collent de trop près à l'Amérique officielle, à l'état profond, y compris sur le plan des mœurs, la PMA, les celles et ceux, l'identité de genre. Il va sans doute annoncer qu'il légalise le cannabis pour gagner 3 points à l'élection. Il se montre sévère, voire menaçant avec la Russie 2 heures après les discours de Biden qui disait la même chose pour montrer qu'il est un bon élève. Et alors, a dit Gustave, qui savait déjà où il voulait en venir, alors quand on n'a pas d'indépendance, quand on donne les clés de l'industrie française aux concurrents de la France, exprès depuis 10 ans, quand on livre le pays à la dépendance sur le plan stratégique, y compris militaire, on laisse des traces de toutes ces compromissions, on laisse gonfler un dossier derrière soi. Les gens ont eu le temps de chercher à son sujet, et moi, a dit Léon, je suis convaincu que ce sont ses complices du départ, ceux qui l'ont placé là, les Américains, qui vont le balancer à l'opinion pour s'en défaire, parce qu'il devient capricieux et dangereux par son impopularité. Même Biden, ai-je dit, je croyais qu'ils étaient copains.
Et Gustave a dit, le pouvoir américain n'a pas de copains, hein. Il se défait des gens quand il veut. Et quand l'autre parle de Startup Nation, là, il n'a pas compris que désormais les startups sont avalées presque toutes par les grands groupes, les GAFA. Donc, en fait, il a déjà mis notre pays au service du gigantisme. Mais là où l'avis de Léon m'intéresse, a dit Gustave, enfin son intuition, c'est sur le point de savoir si le gigantisme va gagner contre les peuples. Et là, Léon a répondu, le gigantisme n'a jamais gagné dans l'histoire. On se demande pourquoi ça commencerait maintenant. Hitler disait le Reich durera 1000 ans, et puis paf, 4 ans après, rétamé. Napoléon a dévoré de l'espace toute sa vie, en croyant dévorer de la durée aussi, mais il n'a pas duré, et en fait d'espace, il a fini sur une île. Les seuls gens qui durent et qui voient l'éternité sont en fait ceux qui ne bougent pas et qui réfléchissent. Notre civilisation, et Macron en tête, a-t-il dit, te parle sans arrêt de mobilité et gna 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 les nouvelles mobilités. Et en fait, en Europe par exemple, la civilisation, la vraie, commence quand on ne bouge plus. Les citadelles, les monastères, les villes fortes contre les envahisseurs. Et il nous a dit cette chose assez jolie, Léon, qui sera presque notre conclusion. Quand on avance sans arrêt, on est obligé de regarder où on met les pieds, donc on ne regarde plus les étoiles. Et Gustave a ajouté comme quoi la mobilité, c'est l'international et l'immobilité, c'est l'universel. Mais il a ajouté, tout ça ne nous dit pas ton scénario pour l'année prochaine. Et l'autre a répondu, bah écoute, Philippe de Villiers attend à mon avis un signe de la Providence. Si Macron dégage avant l'élection à cause d'un scandale lancé à son sujet par les Américains, comme je l'ai dit, ou les Russes, a dit l'abonné au monde, ou les Russes, c'est le signe qu'elle attendait. Villiers, ça s'entend déjà dans sa voix, dans ses propos, donc il va y aller, et il va bénéficier de l'appel d'air général en faveur des militaires en colère. Tout le monde lit ses livres à Villiers, il a de la culture, il a été ministre, il parle bien, il dit les trucs au moins, il a aussi un lien avec l'histoire par son nom, il est entrepreneur, c'est vraiment le carton plein comme au loto annuel. Enfin, il coche à peu près toutes les cases, même celle de l'ambiguïté, a dit Léon, et c'est ça qui est fort, parce que tout le monde te dit il est franc-maçon, il est catholique traditionnel, il est pro-OTAN, il est européiste, on ne sait pas totalement où il est, ni ce qu'il est en fait, c'est sa grande force, il arrive à te convaincre qu'il a un cap unique alors qu'on ne sait pas vraiment ce qu'il peut faire. Donc il est comme Macron. Non, car la seule chose qu'on sache vraiment à son sujet, c'est ce qu'il voudra jamais faire. Alors que l'autre, Macron, on commence à le comprendre, il est capable de tout. Eh ben, a-t-il conclu, de nos jours, c'est ce que veulent les gens. Quand j'écoute Marcelin, par exemple, ça s'entend très bien. Les gens, tout comme les militaires de la fameuse lettre, ne savent pas exactement ce qu'ils veulent, mais ils savent très précisément désormais ce qu'ils ne veulent plus. Alors l'abonné au Monde a essayé d'ironiser une dernière fois là-dessus en disant, alors par exemple, mais Marcelin, avant de partir vers la remise à André, lui a dit, par exemple, ils veulent plus voir ta gueule. Je confirme qu'il y a un gros courrier pour que je chasse l'abonné au Monde, mais je résiste. À bientôt, merci.